On va démarrer notre séquence de l'après-midi sur les sujets de décarbonation. Décarbonation de l'industrie grâce à l'IA. Et je suis entouré par deux très chères personnes. Donc, tout d'abord, Aymeric Renaud. Aymeric, je te laisse peut-être te présenter. Oui, bonjour. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai en charge la direction générale industrie, donc l'offre industrie qui regroupe des produits, mais également des savoir-faire projets et conseils dans la cyber-OT, la transformation digitale et la gestion de la donnée au sens large pour les industriels. Voilà. Bon, Schneider Electric, tout le monde connaît, on ne va pas le présenter en détail. Mathieu Curat. Alors là, par contre, ce serait bien peut-être de présenter en quelques mots aussi Optimistic. Donc Mathieu Curat, moi je suis un des cofondateurs de la société Optimistic. On est un éditeur de solutions logicielles pour l'industrie et on propose une plateforme de données industrielles qui permet de démocratiser l'usage de la donnée dans les organisations industrielles. Très bien, merci. Donc, comme vous l'avez vu ce matin, si vous étiez présent, on a dédié donc cette journée à la data. Déjà par une conférence d'ouverture, notamment avec Numéum, Cézanne et puis le ministère. Et vous avez ensuite deux tables rondes qui sont venues sur la donnée, la valorisation de la donnée. Et finalement, on a bien vu que un des enjeux forts, en tout cas pour les industriels, c'est comment valoriser cette fameuse donnée. Et cette donnée aussi, elle est importante, et elle peut être exploitée dans de nombreux domaines, et dont les sujets de transition énergétique et décarbonation, d'où ce sujet-là. Et Aymeric, j'aimerais d'ailleurs tout d'abord commencer peut-être par toi, parce qu'au niveau de Schneider Electric, au niveau de cette grande société, comment vous, de votre côté, vous avez mené votre transformation, je dirais, digitale, transformation numérique? Alors effectivement, on a un industriel qui aujourd'hui a 200 usines à travers le monde, une centaine de centres logistiques et on manufacture des produits, je dirais, très différenciés. Ça peut aller de gros transformateurs secs jusqu'aux petits interrupteurs que vous avez à votre domicile. Donc ça veut dire une vraie hétérogénéité en termes de supply chain. Et en plus de ça, on a triplé de taille dans les 15 dernières années via des acquisitions. Donc on a eu un portefeuille d'usines dont on a hérité qui avait des niveaux de maturité différents. Donc quand on a décidé de se lancer dans la transformation digitale de nos usines pour accroître la productivité, on a travaillé sur plusieurs typologies de solutions IoT qui étaient disponibles sur le marché pour tester des cas d'usage et arriver à collecter la data sur les différentes usines qu'on opère et arriver finalement à un choix d'une dizaine de solutions qu'on a pu déployer à l'échelle, c'est-à-dire en 3 ans, on a déployé ces cas d'usage sur l'intégralité de nos usines dans le monde entier. Ce qui nous a permis de gagner des points de productivité, de gagner en efficacité. On est très fiers d'avoir reçu d'ailleurs de la part du Gartner à 2 reprises la supply chain la plus performante au monde, parce qu'on a un pilotage amont de notre production, aussi bien avec nos fournisseurs de composants, mais également dans la traçabilité de nos produits, un vrai pas d'avancement qui nous a été octroyé au travers de toutes ces mesures et remontées de données. Et donc, dans le cadre de cette transformation, maintenant, on continue à travailler sur la durabilité de nos produits parce que la donnée, elle est évidemment là pour aider sur la partie production, mais également sur la partie réduction des consommations, réduction de l'utilisation de matières et notamment l'éco-circularité qui est maintenant le grand enjeu pour nous, c'est d'arriver à manufacturer des produits et réparer des produits en seconde vie et les offrir sur le marché. D'accord. Et justement, pour revenir sur les sujets le lien entre l'IA et la décarbonation, tout d'abord, quel est pour vous, à travers vos expériences, le potentiel de l'IA, comment ça peut transformer, en tout cas, les usines vers une meilleure adéquation avec l'environnement? Alors, il y a plusieurs fondamentaux quand on parle d'IA, parce que c'est un mot très à la mode, mais pour démarrer, il y a quand même besoin d'avoir des données, et des données qui soient propres et contextualisées. Ça, c'est quand même un enjeu extrêmement important. Donc, comme beaucoup d'industriels, on a été très séduit par l'approche IA, notamment je pense au Generative AI qui est quelque chose qui apporte beaucoup de promesses. Néanmoins, on a souhaité avoir une direction spécialisée qu'on a tournée autour de l'intelligence artificielle pour pouvoir challenger les cas d'usage, à savoir que l'AI n'est pas toujours la solution pour pouvoir aborder une problématique. Donc on a pris un patron du business qui a 300 experts pour le groupe et qui s'occupe de gérer justement la practice d'intelligence artificielle.
On lui amène des cas d'usage. Il est là pour challenger le cas d'usage en disant est-ce qu'il y a vraiment besoin d'AI pour le faire. Et ensuite, quand c'est entre guillemets, avéré qu'il y a besoin de solutions autour de l'AI, savoir si on a les bonnes infrastructures pour pouvoir l'opérer, et on va s'appuyer sur des softwares qui sont disponibles sur le marché. Si toutefois il n'était pas disponible, on s'autorise à développer. Par contre, on va être extrêmement restrictif, on va rester dans des cas d'usage qui sont propres à ceux de Schneider Electric, à savoir réduction de consommation énergétique ou réduction de consommation de matière. Il y a beaucoup le champ des possibles est sans limite, donc on va se limiter effectivement à des cas d'usage où on estime avoir une expertise et développer. Et donc ça, on l'a développé après au sein de nos propres usines. Comme je disais, on a énormément de données qui remontent et on a des cas d'usage. Je vais prendre un exemple. On a une usine au Vaudreuil en Normandie qui travaille la pâte d'argent. Donc on fabrique cette pâte d'argent et pour ça on a un système de lavage et on mesure en général 7 à 8 lavages sont nécessaires pour obtenir une pâte d'argent qui est la qualité requise qu'on intègre dans nos contacteurs ou disjoncteurs. Et il s'avère que ça c'était assez empirique. On le faisait je dirais par le savoir-faire de nos opérateurs. Et donc à chaque fois qu'on avait un batch de livraison après les 8 lavages, on l'envoyait à un labo qui analysait la qualité, ça revenait, soit c'était concluant et à ce moment-là on l'utilisait en production, soit à contrario on n'avait pas le niveau de qualité requis et on devait malheureusement jeter cette production. Donc on a travaillé avec les opérateurs qui connaissent finement le process pour avoir des mesures, notamment sur le taux de sodium. Et on s'est aperçu qu'on pouvait optimiser le nombre de lavages. Donc on est passé de 8 lavages à 5 lavages. Donc on a moins de consommation de gaz. Ça fait 15% d'économie pour nous. Et surtout avec un niveau de qualité supérieur. Donc 22% de déchets en moins. Et plus de trajets avec le labo parce qu'on a une mesure fine directement sur le site de production. Donc ça, c'est pour illustrer justement la capacité avec le savoir-faire des opérateurs, le plus qu'amène la data et évidemment l'intelligence artificielle pour traiter en temps réel tous ces éléments parce que c'est du multivariable et on avait après il y a les limites de l'homme avec un grand H pour se dire voilà on ne peut pas traiter tous ces paramètres et arriver à un cas d'usage qui nous fait générer des économies d'énergie substantielles mais également des économies de ressources. L'argent est un métaux qui est relativement cher donc ça nous permet de faire des économies en production. Merci, merci. Alors, je me tourne vers vous, pour le coup, Mathieu, parce que vous aussi, je crois, vous avez mis en place en fait différentes solutions. En tout cas, vous avez des cas d'usage à nous partager, et dont des cas d'usage vraiment très orientés sur des PME. Alors, nous, on intervient essentiellement dans l'industrie de procédés, donc pour être précisé, la chimie, mine métallurgie, agroalimentaire, pharma. Et clairement, le nerf de la guerre, comme ça a été évoqué, ce sont les différents axes de la performance industrielle, que ce soit la performance matière, la performance énergétique, la productivité, la réduction des rebuts. En fait, tous ces éléments-là vont contribuer au final à réduire l'empreinte environnementale et en particulier les émissions de gaz à effet de serre. Et l'IA va permettre de faire un certain nombre de choses. Donc, dans les deux grandes choses qu'on va pouvoir faire, la première, c'est d'être capable d'analyser massivement de la donnée pour comprendre les procédés et les optimiser. Et le deuxième élément, comme on peut le constater avec l'IA générative au quotidien, mais je dirais sans partir sur l'IA générative dans l'industrie, on peut automatiser des tâches de surveillance, des tâches de diagnostic, qui vont permettre en fait de standardiser la manière de suivre les process, de les piloter et d'avoir un meilleur contrôle au final de ces process. Donc, par exemple, chez nos clients, on voit par exemple des applications comme de l'aide au troubleshooting, c'est-à-dire qu'on va avoir un suivi de tout un tas de paramètres sur le process qui, vu le nombre, sont complexes à suivre par un opérateur. Par contre, grâce à un algorithme qui va regarder la déviation de ces paramètres process par rapport à la théorie qui a pu être modélisée par un modèle d'IA ou aussi par des éléments de connaissance physique qu'on a du procédé, on va pouvoir mesurer cette déviation et identifier quelle est la cause de déviation du process. Donc fournir quelque chose, on va dire, d'applicable par l'opérateur qui va être va vérifier tel élément, telle vanne peut être endommagée, doit être remplacée. Donc on va avoir une aide au diagnostic et surtout ça permet de formaliser la connaissance qu'on a du procédé et de la conduite des procédés. Dans le même genre, on a tout ce qui va être détection d'anomalies pour anticiper des pannes sur des équipements et on va pouvoir aller également sur de l'optimisation de process. Alors nous, c'est des sujets que des clients ont implémentés. On fait également de la R&D collaborative autour de cette thématique. Qui est de se dire on va modéliser le procédé, son comportement en termes de performance en fonction de tout un tas de paramètres et on va pouvoir, en fonction de ce qui se passe, dire bah voilà, il va falloir ajuster telle recette
pour être à l'optimum en termes de rendement ou modifier tel paramètre de conduite. Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus critique. Le mot de circularité a été évoqué. Tant qu'on a de la matière première pure, comme c'était le cas dans la pétrochimie, c'est facile, je veux dire, les choses sont très stables. Le jour où on commence à mettre de la matière première recyclée ou venant du vivant, parce que biosourcée, là on intègre de la variabilité et là l'IA va être très utile pour pouvoir en fait ajuster en permanence la conduite des procédés et s'adapter à ces problématiques. Typiquement l'industrie plastique là, qui est obligée d'augmenter on va dire, le taux de matière recyclée en intrants, ça pose des problèmes dans la fabrication des compounds, ça pose des problèmes dans la phase d'injection. J'imagine que c'est des sujets que vous traitez chez Schneider, parce que vous êtes confronté à ça. Donc vraiment, je dirais, toute la data et l'IA est clé dans tous ces sujets de circularité, de décarbonation, et tout est intriqué. D'accord, d'accord. Mais on le voit bien, alors si on parlait d'abord vraiment de la partie prérequis, on comprend bien à travers, je dirais, vos propos, qu'un élément quand même important, c'est déjà pour l'entreprise qu'elle soit passée par une phase de numérisation. Il y a eu donc les plans d'accompagnement, donc les 10 000 accompagnements qui ont été lancés en 2021. Et là, finalement, si on faisait un retour sur ces 10 000 accompagnements, on a deux catégories. Hein, c'est-à-dire qu'on a fait une remise à niveau en fait, de certaines entreprises sur la partie numérisation et puis vraiment des champions du numérique qui excellent, je dirais, dans beaucoup de domaines. Et derrière, c'est aussi quand même beaucoup d'investissements. Donc, pour vous, je dirais, dans la continuité, c'est OK. Il faut bien sûr du numérique, enfin, c'est important. Il faut des capteurs, etc. Mais outre que ces éléments, il y a aussi peut-être une question de méthodologie, de savoir-faire. On peut pas se lancer comme ça directement dans le sujet. Alors, avant de parler de méthode, il y a, je dirais, tout ce qu'on connaît du monde, du moins des approches de type excellence opérationnelle, amélioration continue, doit s'appliquer à l'IA. Je vais prendre un exemple tout simple. Pour commencer, si on veut optimiser, améliorer quelque chose, il faut avoir une mesure. Tant qu'on mesure sa consommation d'énergie ou ses émissions de CO2 à la maille annuelle, voire mensuelle, et qu'on n'a pas de détails par produit, par ordre de fabrication, on ne va pas pouvoir voir les fluctuations, les variations d'une opération à l'autre, d'une gamme de produits à l'autre. Et donc, tant qu'on n'a pas une mesure fine des choses, s'améliorer grâce à la data, on ne va pas faire grand-chose. Donc ça veut dire qu'il faut qu'au niveau de la captation de la donnée, on ait la finesse et la granularité suffisante et qu'on soit capable de structurer, de contextualiser tout ça. Je prends un exemple, ça veut dire qu'il va falloir potentiellement avoir du sous-comptage pour l'électricité, pour pouvoir affecter les consommations d'électricité à chacune des lignes. Pareil pour le gaz. Alors pour l'électricité, c'est facile et pas cher, mais dès qu'on parle de gaz, ça devient un petit peu plus compliqué, c'est un peu plus coûteux. Donc après, il y a une notion d'investissement dans la mesure, je dirais ça c'est la phase initiale, et ensuite il va falloir capter des informations sur la manière dont on conduit le procédé, donc de digitalisation. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que chaque fois qu'on investit dans des nouvelles installations, c'est beaucoup plus facile à faire que sur du brownfield où on a des installations qui ont 20, 30 ans. Je pense Plasturgie. Aujourd'hui, une presse injectée et connectée, on récupère énormément d'informations. Si on prend une presse ne serait-ce que d'il y a 15 ans, c'est compliqué pour avoir de l'information. Donc, avec le renouvellement du parc industriel, on arrive aujourd'hui, même dans des PME, à avoir de l'information qui est collectable beaucoup plus facilement. Et une fois qu'on a ça, il va falloir structurer, centraliser un peu toutes les données dont on va avoir besoin. On parlait tout à l'heure de rebut. En fait, les données du contrôle qualité, ils ne sont pas forcément dans la presse injectée. Donc il faut avoir les données du laboratoire de contrôle qualité, les données de la presse injectée, potentiellement des informations du fournisseur de matières premières, surtout si on parle de matières premières recyclées ou biosourcées. Et dans ce cas-là, il y a un sujet qui est la continuité numérique. Comment on fait communiquer les différents intervenants de la chaîne de la valeur. Donc voilà, il y a pas mal de prérequis. Pour autant, nous, on est sur le marché depuis une dizaine d'années. On voit quand même les choses évoluer très rapidement, surtout ces 2-3 dernières années. Donc, on y va. Oui, clairement, il y a une volonté de l'État, en tout cas nous, en France, plus généralement, on dirait, sur le sujet de l'Europe, d'aller dans cette voie. Après, il faut se mettre aussi à la place des industriels. C'est qu'est-ce qui peut leur faire confirmer, je dirais, leur choix d'aller dans une voie de décarbonation. Est-ce que finalement, on peut calculer au début de projet des ROI ou avoir une vision un peu globale de ce que ça peut rapporter, en tout cas, à moyen et long terme pour une entreprise?
Je pense que la réponse est dans l'introduction qu'on a pu faire tous les deux. C'est que les axes sur lesquels on va travailler pour décarboner, quand on touche au process, on ne parle pas d'investir dans des nouveaux équipements avec des nouvelles technologies. On parle vraiment de l'optimisation des procédés. À chaque fois, on va agir sur un levier qui a un impact direct sur les coûts. Donc je dirais le ROI, il est là. Voilà, exactement. Émeric, vous voulez peut-être rajouter justement ? Enfin, effectivement, quand on travaille des déploiements à l'échelle, je pense qu'il y avait la dette technique dont on a parlé, qui est finalement tous les équipements de mesure. Ça, c'est souvent le frein pour beaucoup d'industriels parce que il faut mettre des solutions de mesure, de sous-comptage. Mais dès lors qu'on a avoir cette infrastructure de données et qu'on a une gouvernance avec effectivement une DSI et puis une direction des opérations ou industrielle qui est mandatée, on a tous les bons ingrédients pour aller construire un business case. Donc en général, on regarde les cas d'usage, on voit la génération de valeur et surtout le caractère réplicable de ce qui a été choisi. Parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui ont plusieurs usines, plusieurs lignes de fabrication qui peuvent être similaires. Et si on a un cas d'usage qui est réplicable, là le gain est énorme parce qu'on va gagner énormément en phase d'étude. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est de regarder quels sont les prérequis techniques, de penser tout de suite à une solution qui va pouvoir être déployée à l'échelle. Alors quand je parle de déploiement à l'échelle, typiquement, il va y avoir des confrontations à la cybersécurité. Si on décide de faire le fameux POC, le Proof of Concept, sur un coin de table qui dit voilà, ça fonctionne, oui, mais on n'avait pas pensé à la dimension cyber, on n'avait pas pensé à la dimension hosting des data. Donc ça, ces éléments, c'est extrêmement important de les traiter au démarrage en disant voilà, on est sur une donnée qui va être stockée localement sur le site. A contrario, celle-ci, elle peut être stockée dans le cloud et ça convient très bien au regard de l'application à faire. La cybersécurité, on est aligné avec les prérogatives du groupe. Dès lors que ces points, je dirais, vraiment technologiques sont traités, après, il n'y a aucune difficulté à aller répliquer les cas d'usage. J'ai en tête, par exemple, un acteur qui fait du câble et qui a besoin de cuivre et donc qui est extrêmement challengé sur son approvisionnement en cuivre, donc qui a un coût. Aujourd'hui, les marchés sont extrêmement hauts. Et donc, pour fabriquer ce cuivre, il utilise des machines à couler. Donc là, on a du cuivre en fusion. Et donc, il se trouve qu'il y a des casses sur ces machines qui sont assez répétitives, de l'ordre de toutes les 40 heures. Donc en faisant les analyses au travers de la data, on s'est aperçu qu'on avait la capacité à, on va dire, pouvoir anticiper ce modèle de casse, modifier le système de production et le pousser jusqu'à 70 heures de production sans casse. Les 30 heures de plus par rapport à chacune des casses, c'est simple, sur une semaine, on a doublé le temps de fonctionnement de la machine. Sur cette machine, c'est 1 million d'euros de productivité, 1 million d'euros par an. Il se trouve qu'ils en ont plusieurs dans ce groupe, qui est un groupe international. Et après, c'est du copier-coller. L'infrastructure de collecte de données cybersécurisée a été designée. Donc on l'a dupliquée et l'idée, c'est de la déployer à grande échelle. Donc on a toujours ce cas de figure qui est effectivement de s'assurer qu'on prend bien en compte l'intégralité des coûts pour ce setup lié à la gestion de la donnée et de l'infrastructure. Et après, derrière, effectivement, c'est assez facile d'aller convaincre les différents opérateurs du bien fondé de la démarche et surtout la mesure des gains qu'on peut tout à fait faire parce que comme on a la donnée, on sait calculer les gains associés à ce type de déploiement. C'est très clair, c'est très clair. Mathieu, je revenais sur le process. Comment un industriel, finalement, veut assurer son projet et donc, quelles sont vos recommandations au niveau du parcours, le parcours à suivre pour assurer la réussite de son projet ? Réussite de projet à la fois technique et financière. C'est clair. Je commencerai par s'assurer que les fondamentaux sont là. C'est-à-dire que si on n'a pas, en termes de management, un état d'esprit qui est orienté à amélioration continue, avec des approches de type on mesure, on analyse, on planifie, on contrôle, etc., on ne va pas y arriver. C'est-à-dire qu'en gros, la partie management et humain est clé pour que les bénéfices soient là, parce qu'en fait, la data, l'IA va permettre de mettre en place un certain nombre de choses, de comprendre les choses et de mettre en place des suivis, des contrôles, des aides aux équipes. Mais si on n'embarque pas les équipes, ça ne marche pas. Et pour moi, les fondamentaux, c'est ça, c'est l'excellence opérationnelle, avoir cet état d'esprit en place et penser tout de suite à l'animation qu'on va mettre autour. C'est-à-dire comment on embarque les équipes pour construire les cas d'usage, comment une fois qu'on l'a construit à un endroit, on embarque les équipes qui ont potentiellement le même cas d'usage et on généralise. Parce qu'effectivement, c'est ça qui fait qu'on a des très bons ROI. Et donc, il y a toute cette animation du projet pour le vendre en interne, mais pas vendre à la direction, le vendre aux équipes. Donc, à part l'implication. Et ensuite, de la méthodologie, parce que s'il n'y a pas de méthode, on va être très techno-driven. Et dans ce cas-là, on n'arrive à pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a fait joujou avec des beaux logiciels, des belles technologies, mais il n'y a pas de gain.
Ce qui compte, c'est que ces outils basés sur l'IA, quels qu'ils soient utilisés au quotidien par tout un chacun dans l'organisation. Et quand on dit tout un chacun, ça va être l'opérateur sur la ligne de conduite qui va avoir tous ces outils d'aide et d'assistance à la prise de décision, au monitoring. Ça va être pour le management également d'avoir des outils pour s'assurer qu'on est toujours à l'optimum sur le moyen terme. Et puis bien sûr le pilotage de la démarche globale, voir qu'on a bien les gains qui sont effectués et qui sont constatés. C'est-à-dire on se met des indicateurs par exemple sur les émissions ou les consommations spécifiques par tonne produite ou par nombre d'unités produites et on regarde que ça diminue. Bon là on rentre dans les méthodes formalisées ISO 50001 et autres, mais je dirais il n'y a pas de miracle, c'est des choses qui sont vieilles comme l'industrie et il ne faut pas les oublier. Et je dirais, pour moi, la data et l'IA, c'est juste au service de ça. C'est des manières nouvelles, potentiellement plus performantes de travailler, d'automatiser certaines tâches, d'aller plus loin parce que quand on étudie un process où il y a 150 paramètres et potentiellement 3-4 KPI à optimiser en parallèle, le faire dans un Excel, c'est plus possible. Il faut les outils qui vont bien. Et les outils data et les outils d'IA permettent de le faire et permettent à des ingénieurs procédés d'aller beaucoup plus loin, du moins procédés, production, méthode, peu importe comment on les appelle, d'aller beaucoup plus loin. Donc je dirais, c'est pas oublier les fondamentaux et de se dire, on a toute une démarche des outils qui vont permettre d'aller encore plus loin et d'automatiser encore plus. Oui, en plus vous avez un message rassurant parce qu'on confond souvent, vous savez, l'arrivée de l'IA de façon très forte et puis on met toujours un lien avec mais que va devenir l'homme au cœur de l'usine, suppression d'emplois, etc. Non, là on voit bien que c'est vraiment des outils qui vont permettre d'optimiser finalement peut-être des productions, etc. Mais c'est des outils au service de l'homme, ça c'est le premier point. Et deuxième point, comme dans tout projet, bien sûr, il faut le concours de la DSI, des équipes internes, parce que quelque part, la transformation, il peut y avoir une transformation, il faut la gérer en interne. Donc c'est des formations, c'est embarquer les équipes, etc. Émeric ? Moi, je peux concourir à ce qui a été dit sur la dimension, je dirais, Lean, excellence opérationnelle. Nous, c'est même le point de départ. C'est-à-dire, si on n'a pas atteint un niveau de Lean Manufacturing par rapport à notre modèle de performance, on n'autorise pas la digitalisation. Donc déjà, c'est la base. On va travailler vraiment sur l'excellence opérationnelle, qui est le point de départ. Une fois qu'on a construit ça, on a parlé effectivement de gouvernance. On a un patron de la data à l'échelle mondiale pour aller justement construire notre modèle de données pour le groupe. On a fait la même chose sur l'intelligence artificielle, je l'ai expliqué, avec un département qui est dédié de spécialistes. Mais c'est bien la connexion entre ces entités centralisées qui ont développé une expertise bien précise et les opérateurs qui va créer la différence. Et là, on a vraiment un travail quotidien entre ce qu'on appelle le shop floor et puis nos data scientists pour s'assurer qu'un opérateur qui a une connaissance fine de son process puisse remonter des éléments qui sont des éléments d'expérience, regarde la façon dont la machine fonctionne et pouvoir les compléter d'une vision qui va être celle de la data et venir faire les corrélations sur beaucoup de paramètres pour arriver à des solutions qui techniquement vont améliorer son quotidien. Et effectivement, on a dans les usines géré pas mal de courbes de changement parce que le digital, pour beaucoup, c'est l'automatisation, le potentiel suppression d'emplois ou en tout cas optimisation. Non, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est plutôt de l'aide à la décision. L'opérateur est en place et plutôt, au contraire, gratifié d'avoir des responsabilités supplémentaires et des outils supplémentaires pour opérer les choix et gagner en productivité. Alors oui, on gagne en productivité parce que c'est évidemment le choix pour lequel on opère, mais pour autant, on vient effectivement le spécialiser, le faire monter en compétences de domaine précis. Donc on a des parcours de formation à ce sujet. Et après, derrière, il y a aussi beaucoup de fierté par rapport à la chaîne de montage. On a une usine, on a une bobineuse, alors ça enroule du cuivre dans des contacteurs. Et cette histoire, elle est amusante parce que c'est une machine qui date des années 80. Donc on n'est pas au précepte de ce qui se fait de mieux en termes digital, puisque ça n'existait pas. Et donc quand elle enroule le cuivre, il se trouve qu'à un moment, elle est cassée et ça rentrait en vibration. Et là, l'opérateur a dit, ouais, mais j'ai remarqué que ça commençait un peu à chauffer en général et ça vibrait. Donc là, c'est vraiment, on s'est nourri d'un rupture pour se dire, finalement, si on a des capteurs à poser, on va regarder la dimension vibration, la dimension température. Et après, le monitoring sur plusieurs semaines nous a permis de définir des seuils de cassure et de travailler avec cette expertise de l'opérateur
l'expertise de la data et arrivé à une conclusion. On a, au travers de ces capteurs, été en mesure de diviser par 2 les taux de panne. Et donc là, on est sur des ROI à moins de 6 mois, hein, puisqu'on a augmenté la production. Mais on n'aurait pas pu le faire sans l'apport d'expertise de l'opérateur. Donc c'est pour ça que cette connexion entre l'opérateur et la scientist, elle est primordiale. Et c'est ce qui fait la différence dans ces projets, de toujours se nourrir de cette expertise terrain qui est clé dans la réussite des projets. Peut-être pour rebondir sur l'aspect déjà humain, aujourd'hui, on est plutôt, on va dire, sur les compétences sur le shop floor, on est plutôt en manque d'effectifs. Et ce qui, concrètement, ça fait quoi? De la non-performance. Parce qu'on n'a pas assez de bras pour s'occuper de tous les sujets et toutes les optimisations. Donc l'idée, c'est, avec les effectifs existants, aller plus loin. Donc je dirais, en termes d'emploi, je ne suis pas trop inquiet. Le deuxième élément, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, on a aussi une troisième voie, à mon avis, qui est complémentaire et qu'on essaye de pousser dans les solutions qu'on développe. C'est de se dire comment on peut construire des outils un peu standards qui vont s'appuyer sur de l'algorithmie IA pour répondre à des questions que des experts métiers vont se poser de manière régulière. Donc par exemple, comment ça se concrétise? On va avoir des workflows qui permettent de répondre à des questions où l'utilisateur, qui va plutôt être un ingé procédé, un ingé production, un ingé méthode, va pouvoir répondre à des questions qui se posent en s'appuyant sur l'IA, mais sans être un expert de l'IA ni être un data scientist. Parce que c'est des cas d'usage assez classiques. Je prends un exemple, on a ce qu'on appelle de l'analyse d'influence et de l'optimisation. Donc en gros, on va être guidé, on va définir son problème. Par exemple, je veux améliorer la performance énergétique sur telle étape de procédé de fabrication. Je vais étudier tout un tas de paramètres et le système va me dire, bah voilà, moi de mon analyse, c'est ça les paramètres qui ont l'air d'être les plus influents. Est-ce que ça te semble correct? Oui. Ou j'en exclus parce que mon expertise me fait dire qu'il y en a un qui n'est pas pertinent, donc j'enlève. Et ensuite, il va me proposer des optimisations avec des réglages optimum pour optimiser le process. Donc là, on va redonner la main aussi au métier et décharger les data scientists pour qu'eux, ils soient sur les cas les plus complexes, où là, ils vont avoir de la valeur ajoutée. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle chez nous de l'analyse de comparaison. C'est un outil qui est hyper utilisé pour faire de la résolution de problèmes. C'est ça marchait bien, et puis à partir d'une certaine date ou dans certaines conditions, ça ne marche pas. Et donc le système, par de l'analyse multivariée basée sur de l'algorithme IA, va dire à l'expert métier, voilà, moi j'ai identifié qu'il y a tel paramètre qui avait changé de manière significative entre les deux populations, en fait, les moments où ça se passait bien et les moments où ça se passe pas bien. Donc là, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut amener comme outil aux différentes équipes dans l'organisation pour répondre à leurs challenges et leur faciliter la tâche et aller plus loin. Et donc les champs d'application sont extrêmement larges. Je vais prendre un exemple également dans le domaine tout simplement de la gestion de l'énergie d'un bâtiment. Aujourd'hui, on a de plus en plus de véhicules électriques qui sont connectés, donc ça fait des appels de puissance importants. Vous avez des panneaux solaires, pour certains même de la géothermie. Et puis on a des tarifs qui sur la grille maintenant sont dynamiques. Donc potentiellement, toutes les 10-15 minutes, on peut avoir un changement de tarification. C'est humainement impossible de faire la synthèse de l'intégralité de ces données-là pour trouver le meilleur pilotage. Donc on a par exemple aujourd'hui des softwares de pilotage qu'on appelle microgrid. On va faire une synthèse entre l'apprentissage de mode de fonctionnement du bureau. Donc typiquement, sans faire de parallèle avec certaines entreprises, mais il y a moins de monde le vendredi, au hasard. Parfois le lundi aussi d'ailleurs. Donc il y a des jours qui sont plus actifs que d'autres. Après, il y a des tournées de commerciaux qui peuvent amener des charges de véhicules plus importantes à certains moments de la journée. Et donc on a des appels de puissance. Et au même moment, on a une météo qui fluctue. Elle est ce qu'elle est. Et donc si on peut forecaster la météo, si on connaît ses capacités de stockage sur le site, si on sait la façon dont le site opère, on va pouvoir faire le meilleur scénario d'arbitrage entre l'autoconsommation, puisque ça vient des panneaux solaires, à contrario, parce qu'il y a un bon prix sur la grille, aller s'approvisionner de par l'opérateur qui a au tarif indiqué contractuel, ou alors avoir une stratégie même d'effacement, où on a la capacité à arrêter, par exemple, le chauffage, ventilation, climatisation pendant un moment, pour éviter un pic de consommation. Ça, aujourd'hui, sans intelligence artificielle, à moins de mettre 200 personnes derrière qui scrutent toutes les 10 minutes, ça ne fonctionne pas. Et donc là, on voit des cas d'usage très concrets qui peuvent être déployés à grande échelle de chez les particuliers. Donc typiquement, nous, avec Schneider Electric, on le fait pour des particuliers aux USA qui ont une
grille, on va dire, un petit peu moins résiliente que la grille française, où on a moins de coupures. Et après, des cas d'usage dans des industriels qui vont pouvoir utiliser, par exemple, dans la production de froid alimentaire, de l'inertie. C'est-à-dire, j'arrête de refroidir une chambre froide négative parce que je sais que pendant 1 heure, je vais contenir ce froid et j'ai plus besoin forcément de l'alimenter. Donc, on peut jouer sur de multiples scénarios. Et ça, aujourd'hui, sans intelligence artificielle, on ne peut pas arriver à cette finesse de pilotage. Donc, c'est là où on peut démultiplier l'impact parce que derrière, le bénéfice est direct. Hein. Moins de consommation. Donc, si on est sur une source d'énergie carbonée, ben, on va réduire son empreinte carbone. Des économies en termes purement tarifaires parce que on va prendre le meilleur scénario au regard des tarifs appliqués. Et après, derrière, une automatisation qui permet d'aller capturer de façon permanente ces économies. Les enjeux de décarbonation, on le voit bien, hein, ils sont vraiment d'actualité. Et puis surtout, c'est vraiment une voie qui permet de gagner finalement des parts de marché, qui peut permettre en tout cas de gagner des parts de marché par rapport à la concurrence. En tout cas en Europe, on verra après pour les autres pays comment ça se passait. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je dirais qu'on peut finalement gagner sur les deux tableaux. Alors, on parlait, il y a les gains économiques, mais il y a également un aspect de différenciation. Aujourd'hui, on a des filières industrielles qui sont de plus en plus impactées alors, par des obligations, soit des contraintes réglementaires, soit même des contraintes imposées par la clientèle. Je pense à un domaine, typiquement l'automobile, depuis très longtemps, est très scruté sur la performance des véhicules, etc. Et donc, quand on réduit la masse, quand on réduit la quantité d'acier, au passage, on décarbone aussi. Hein. Et donc, je prends un exemple d'un de nos clients dans la métallurgie, être capable de suivre de manière très fine l'empreinte carbone de chacune de ses productions, potentiellement d'y affecter des achats d'énergie verte et de les mettre en face de certaines productions, ça permet d'avoir des produits qui se différencient par une empreinte carbone beaucoup plus faible. Ça peut se faire en achetant du biogaz au lieu d'acheter du gaz naturel. En achetant de l'électricité verte, alors en France on a de la chance, elle est quand même très verte de base, mais voilà, on est capable aussi de se différencier et ça permet d'offrir des produits alors qu'ils sont potentiellement vendus plus cher, mais qui permettent au client qui va être un industriel pour son compte de réduire enfin l'empreinte environnementale du produit qu'il va fabriquer avec cette matière première qu'il a achetée au premier industriel. Donc c'est vrai que dans la métallurgie on voit ça. On commence à le voir également dans un certain nombre de filières comme la plasturgie, la chimie. Donc vraiment, ces 5 dernières années, ce sujet, couplé d'ailleurs à la circularité, sont vraiment en train de se déployer de manière concrète et rapide. Aymeric, vous êtes aussi sur cette même lignée ? C'est une des signatures du groupe de travailler justement sur ces problématiques avec les clients. On a effectivement beaucoup de réflexions quant à la circularité. Alors la circularité, elle est vertueuse au travers de l'empreinte carbone. Pour certains business, elle est même vitale en termes d'accès à la ressource. Il y a de plus en plus de problématiques d'approvisionnement. Je pense qu'il y a un stress test type Covid qui a été, je pense pour beaucoup de supply chain, un grand challenge de voir finalement quels étaient les scénarios d'approvisionnement au regard tout simplement des fermetures de lignes de production. On a eu malheureusement la crise en Ukraine qui a coupé du ferroviaire, qui était une méthode d'approvisionnement entre l'Asie et l'Europe. Donc il a fallu reconfigurer, passer par du maritime, par de l'aérien pour faire des appros de matériel. Et pour certains, ils ont même coupé complètement l'accès à la matière. Donc la circularité, elle est clé, mais elle nécessite effectivement d'adapter les processus parce qu'on n'a plus une matière pure. On a une matière qui a été en partie transformée. Et donc dans les connaissances des opérateurs qui avaient peut-être des matières plus finies et qui avaient établi des schémas de fonctionnement, faut réinventer, il faut réexpérimenter pour certains, en tout cas mesurer pour être au même niveau d'output. Donc ça, c'est vrai que l'intelligence artificielle, et on l'a dit, aide énormément la conduite des opérations pour pouvoir guider l'opérateur au quotidien. Et donc c'est une tendance de fond, parce que beaucoup d'industriels, beaucoup d'acteurs ont recours à des produits qui proviennent de seconde vie ou en tout cas qui permettent d'engager dans l'éco-circularité. Et donc ça nécessite de changer ces processus au quotidien. Merci Aymeric. Peut-être pour la fin, quelques mots de conseils, en tout cas, vous pourriez, message à faire passer à des entreprises qui hésitent encore, en tout cas, à passer ce cap.
passé le cap de l'intelligence artificielle, donc il n'y a pas de doute sur les bénéfices liés à l'application. Nous, notre retour d'expérience, on a beaucoup souffert du syndrome d'époque. Donc on a fait beaucoup de tests. Et à un moment, on est arrivé sur des logiques où on mettait beaucoup de monde autour de la table. Et j'ai bien dit directeur d'exploitation, direct DSI, pour s'assurer qu'on ait l'intégralité des barrières qu'on pourrait potentiellement avoir au cours d'un déploiement pour pouvoir passer à l'échelle, parce que c'était vraiment l'enjeu, la capacité de passage à l'échelle. On a fait des recrutements externes parce qu'on n'avait pas forcément ces connaissances en termes de data scientist. Mais j'insiste, ne pas sous-valoriser toute l'expertise qui est déjà en usine en termes de connaissances de fonctionnement du process, ça c'est clé. Donc c'est bien un couple entre des formations nouvelles et des sachants du process. C'est bien ce binôme qui arrive à trouver des solutions. Et ensuite, après, mettre des méthodes de mesure qui soient rigoureuses. On a parlé de l'ISO 50001 ou de normes qui aident justement à classifier pour pouvoir mesurer les bénéfices parce qu'ils sont réels. Et si on met en place, tous ces ingrédients, ça apporte beaucoup de bénéfices dans le déploiement. Et au final, ça rend des industries compétitives. On a 25 usines en France, Schneider Electric. On est très fiers d'avoir ces 25 usines qui soient extrêmement compétitives parce qu'on a robotisé, parce qu'on a automatisé, et parce qu'on a mis de l'intelligence artificielle et qu'elles sont plus durables, plus compétitives. Donc c'est un facteur de protection. Donc c'est pour ça qu'on encourage vivement à considérer parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes coûts sociaux d'abord que d'autres pays, mais au travers de cette productivité, au travers de cet apport technologique, on peut vraiment protéger des outils de production. Merci Emery. Mathieu, même chose, un message clé à faire passer. Alors, le penser lean, ça c'est l'IA, ça reste au service de tout ça. Oui, il faut y aller. Je pense que c'est data plus IA, c'est la même transformation que la robotisation. Si on passe à côté, on va avoir des vrais problèmes de productivité, de rentabilité, de compétitivité de nos entreprises. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Et je pense que ça vient résoudre un autre problème qui est quand même assez fondamental dans un monde où on s'est désindustrialisé. L'IA et la data, c'est une manière de formaliser et de garder dans la durée les savoir-faire. C'est-à-dire que quand on construit un algorithme qui va faire de l'aide au diagnostic, quand on construit un algorithme qui va faire de l'aide à l'optimisation, quelque part, on a mis une bonne partie du savoir-faire du pilotage de la ligne dans l'algorithme. Alors, ça ne remplace pas l'opérateur, mais par contre, si on a des changements d'opérateur, on sait que tout ça, ça va continuer à fonctionner de manière à peu près constante et fiable. Et donc, on peut, être plus résilient à du turnover, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose de vraiment pas négligeable quand on sait que c'est quand même les savoir-faire qui font aussi la richesse de nos entreprises et leur performance. Clairement. Et on voit bien, c'est-à-dire que peut-être que tout le monde encore n'a pas cette vision-là de l'exploitation de l'IA, mais on sent qu'on rentre dans une nouvelle révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, il ne faut pas la louper. L'IA est extrêmement importante. Alors, je ne sais pas si j'aime le terme de révolution industrielle parce qu'on nous parle là maintenant d'industrie 5.0, de 4.0. On a l'impression qu'on est passé 3, 4, 5 très rapidement. En fait, c'est un continuum. Et je dirais, en résumé, il ne faut pas chercher nécessairement à faire des révolutions, mais plutôt, on va dire, mode amélioration continue. C'est on va améliorer de manière continue, capitaliser, mettre la cale derrière. Et je dirais quelque part, l'algorithme d'IA où on formalise du savoir-faire, c'est la cale qu'on met pour ne pas redescendre. Et donc améliorer la compétitivité, la performance de l'entreprise dans la durée et de manière continue. Et je pense que c'est un peu ce qui a fait le cimetière d'époque, comme on peut l'appeler, où c'est qu'on a voulu faire des révolutions alors qu'en fait il fallait plutôt accompagner le changement et les entreprises qui le font arrivent à avancer très vite finalement et à mettre en place beaucoup de choses, mais en y allant, on va dire, pas à pas. Un dernier mot, Émeric ? Le cimetière d'époque, on appelle ça le happy engineering. Il y a plein de technos extraordinaires. Et d'ailleurs, on avait au début de l'AI beaucoup de membres du comité exécutif qui arrivaient en disant « je veux mettre de l'AI parce que c'est à la mode ». Et effectivement, d'avoir pris un patron du business qui challenge et qui dit « mais non, il y a plein d'autres façons de faire que d'utiliser de l'AI », je pense que c'est le bon point de départ. Et on revient, on fait du lean, on sait que ça fonctionne. Des fois, une simple régression linéaire suffit pour prendre une décision. Et après, par contre, quand on est dans du multivariable, qu'on a la bonne infrastructure, là, effectivement, c'est un superbe outil et c'est un outil d'accélération. C'est clair. Merci Émeric, merci Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? N'hésitez pas, il faut en profiter. C'est toujours la première question la plus difficile. C'était assez clair pour tout le monde ?
Bien, eh ben, écoutez, moi je vous remercie pour cette table ronde que j'ai trouvée vraiment passionnante, sur les messages clés en tout cas que vous avez fait passer. Message finalement très optimiste. Finalement, au contraire, on est plutôt, je pense qu'on est plutôt sur une bonne voie en tout cas. Merci à vous. Et puis prochaine table ronde sur un axe plutôt autour de la cybersécurité. On rentre dans le vif du sujet avant nos journées thématiques qui commencent dès demain matin. Merci à vous. Merci.